Je m'appelle Ascan, mes pronoms c'est Yel, AL, avec accord neutre ou masculin, donc en X, c'est ce que je préfère comme accord. Je me suis attribué le terme gender fluide, donc qui veut dire fluide de genre. Et du coup, j'expliquais aux gens le genre et j'utilise principalement les accords en X. Voilà. Moi, c'est Marc. Je suis une personne transmasque. Mes pronoms sont masculins et accord masculin. À tes souhaits, hein, parce que si toi t'as compris quelque chose, moi c'est pas mon cas. Et très honnêtement, salut, y en a marre de vos conneries. Gender fluide, transmasque, ou encore le fameux pronom Yel. Autant de mots qui effraient le peuple français. Mais pourquoi font-ils si peur? Et pourquoi ont-ils été créés? C'est les questions que je vais tenter d'éclairer avec cette vidéo. Ah, bonjour. J'ai oublié de vous dire coucou, on oublie la politesse, là je rentre dans le sujet. Petit avertissement aussi avant, le sujet du langage et de la communauté LGBTQI2A+, sont des notions qui portent à débat depuis au moins l'Antiquité. Donc on peut uniquement considérer cette vidéo comme un échantillon d'analyse d'un sujet bien plus vaste. Autre petit détail avant de commencer, normalement quand j'utilise des TikTok, je note le nom du compte, mais ici j'ai choisi de préserver l'anonymat des personnes, même si la notion d'anonymat est relative, étant donné que c'est posté sur les réseaux sociaux, mais j'imagine que vous comprendrez mon choix. Bien. Tout d'abord, il faut savoir que les mots tels que gender fluide, transmasque ou encore le pronom Yel sont employés par la communauté LGBTQI2A+, et ont été créés par ses membres dans le but de décrire leur réalité. Si dans cette vidéo, je ne peux pas me livrer à une définition de chacun des termes employés par la communauté, je vais tout de même définir ce que j'ai énuméré précédemment. On va commencer avec gender fluide. Dans le terme gender fluide, on identifie facilement deux parties, gender, qui vient de l'anglais et qui signifie genre, et fluide, qui vient aussi de l'anglais et qui signifie fluide. Selon le site du gouvernement canadien, une personne gender fluide est donc une personne dont l'identité de genre varie avec le temps, peut comprendre des identités de genre masculine, féminine et non binaire. Dans le cas du mot transmasque, encore une fois, on identifie deux parties. Trans, comme dans transgenre, et masque, abréviation de masculin. Donc rien qu'en étudiant les deux parties qui composent le mot, on devine facilement qu'il s'utilise pour une personne qui s'identifie au genre masculin, bien que celui-ci ne soit pas le genre qui lui a été attribué à la naissance. Finalement, le fameux pronom Yel est défini dans le dictionnaire Le Robert en ligne comme un pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier, Yel, et du pluriel, Yel avec un S, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Toutefois, il ne comporte aucune entrée dans le dictionnaire Larousse. J'en profite donc ici pour signaler qu'il y a une infime partie du vocabulaire employé par la communauté LGBTQI2A+, qu'on peut trouver dans les dictionnaires français. Maintenant qu'on a défini ces termes, et par la même occasion, appris comment les comprendre lorsqu'on y est confronté sans les connaître, on va chercher à comprendre non plus comment, mais pourquoi ils ont été créés. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Ainsi, il convient de rappeler que notre étude porte sur des thèmes employés par une communauté discriminée, marginalisée, car jugée contraire à la norme générale. Selon le philosophe Henri Bergson, les mots utilisés dans le langage, s'ils permettent de communiquer, conduisent nécessairement à un appauvrissement. Il explique en effet qu'un mot général sera toujours insuffisant pour décrire une réalité singulière. Le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous. Je vais vous donner un exemple. Le mot chat. Il renvoie à l'idée générale de chat, n'importe quel chat, l'espèce dans sa globalité. Mais si j'emploie le mot chat, je peux parler d'un chat en particulier. Dans une conversation avec mon frère par exemple, si je dis chat, je pense à un chat spécifique. Et lui aussi, il peut penser à notre chat, Moumoun. Mais moi, je peux par exemple penser au chat du Cheshire.
Et il en va de même pour les émotions, les sentiments, les états d'âme, toutes les vérités intérieures. Si on prend l'exemple de la tristesse, je peux discuter avec une personne, on peut toutes les deux se dire tristes, mais cette personne peut être triste d'avoir perdu son grand-père et je peux être triste parce qu'un concert a été annulé. Bergson dit à ce sujet « Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. » Pour pallier à ce problème et se faire comprendre, on multiplie les adjectifs, les compléments du nom, on crée des synonymes, on utilise des préfixes, des suffixes ou autres outils grammaticaux afin d'être compris. Si on reprend l'exemple du chat, pour que mon frère ne pense pas à notre chat mais bien au chat du Cheshire, je peux lui dire « Le chat du Cheshire, tu sais le chat dans Alice au pays des merveilles. » Mais vous êtes un chat? Oui, à chaque fois. On frimait vers l'épée du Nord. Ou pour reprendre l'exemple de la tristesse, quand je discute avec la personne, plutôt que de dire « je suis triste », je peux lui dire « je suis déçu ou frustré que mon concert ait été annulé ». Elle peut me dire « je suis triste que mon grand-père soit décédé » ou encore « je suis anéanti », par exemple. Je vais maintenant me permettre un petit point histoire de la langue. Parce que bon, je suis étudiante en lettres, donc je vais rentabiliser mes cours, tant qu'à faire. En fait, en 1634, en France, on a créé l'Académie française, ce qui témoigne très tôt d'une volonté de contrôle du langage. De plus, vous savez sûrement que notre français est en partie hérité du latin, dû à l'installation de l'Empire romain en Gaule de 52 avant Jésus-Christ à 486 après Jésus-Christ. Pendant longtemps, le latin était considéré comme la langue littéraire. Mais au XVIe siècle, les poètes de la Pléiade se sont dit, je cite, « Ouais, le latin, ok, mais le français, en vrai, j'ai la vision de ouf, faudrait juste rajouter 2-3 trucs. » Bon, j'y étais pas, mais je pense que ça s'est passé à peu près comme ça. Ça me semble être une bonne reconstitution. Donc, ils sont remontés aux origines latines de la langue afin de créer de nouveaux mots. Par exemple, ils ont pris le mot capri, qu'on peut traduire par chèvre et qui a d'ailleurs donné chèvre, et ils ont créé capricorne. Autre exemple, ils se remontaient à articulus, qu'on pourrait traduire par exemple par segment, et qui avait déjà donné le mot orteil pour créer le mot articulé, auquel on a même rajouté un préfixe pour créer désarticulé. D'ailleurs, petit tips, plus un mot est éloigné de son latin d'origine, et plus il est vieux. Par exemple, orteil est très éloigné de articulus, donc il est plus vieux que articulé, qui lui ressemble beaucoup à articulus. Pour enrichir le langage français, afin qu'il devienne la langue littéraire, les poètes de la Pléiade ont également procédé à des emprunts, au grec notamment, ce qui a donné des mots comme métaphysique, hypnose, rhinopharyngite, pharmacie, voilà. Tous les mots que j'ai cités en exemple ne datent pas nécessairement du XVIe siècle, mais en tout cas, ils permettent d'illustrer le processus qui s'est opéré pour enrichir la langue française. Il faut savoir qu'à l'époque, ces innovations étaient vues d'un très mauvais œil par les conservateurs de la langue, qui voulaient que le latin reste la langue littéraire. Toutefois, aujourd'hui, elles ont passé la postérité, et le français est défendu bec et ongle par de nombreux locuteurs. Pour revenir à nos exemples de départ, le mot transmasque apporte donc plus de précision que le mot transgenre. C'est un enrichissement de la langue. Pourtant, cet enrichissement apporté par la communauté LGBTQI2A+, est vu d'un très mauvais œil et fait l'objet de nombreuses critiques. La lutte contre la transphobie, la lesbophobie, je sais même pas que ça existait. Pour comprendre le mot lesbophobie, on peut procéder à la même opération que précédemment. Lesbo provient de lesbienne, et phobie de phobos, du grec pour la peur. La lesbophobie pourrait donc être compris comme la peur des lesbiennes. You're both girls! Girls can't love girls! Girls can't love girls! Girls can't love girls! Hey, wait, you forgot your bag!
Mais on sait que, comme dans le cas de beaucoup d'autres mots qui se terminent par phobie, comme l'homophobie, ce n'est pas réellement une peur, mais plutôt une haine. Donc la lesbophobie, c'est la haine des lesbiennes. Si le mot homophobie existe déjà, pourquoi le terme lesbophobie a-t-il été créé et est-il important? Eh bien, encore une fois, parce qu'il apporte plus de précision, parce qu'il est un enrichissement. De plus, je vous préviens, parce que là, on arrive sur quelque chose d'assez sombre, les nazis. En fait, choisir d'éviter la précision, de refuser l'enrichissement de la langue, c'était une des caractéristiques du langage employé par les nazis. En effet, vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'ils ont procédé à l'extermination massive et systématique des communautés juives, tziganes, des personnes handicapées, de la communauté LGBTQI2A+, et de bien d'autres minorités. L'ensemble de ces atrocités a été regroupé sous un seul et même terme, solution finale. Ce qui, évidemment, refuse toute précision. De plus, le terme solution finale est un euphémisme. L'euphémisme rend plus acceptable la réalité monstrueuse de ce qu'était la solution finale. Sandrine Sorlin, professeure de linguistique, explique. L'euphémisme opéré par le locuteur a pour but d'édulcorer la réalité d'un fait douloureux ou choquant pour l'autre ou pour soi-même, dans le but de le protéger ou d'amoindrir sa peine. L'euphémisme est toujours le lieu d'un décalage entre les faits incontestables, par exemple la mort de quelqu'un, et la vision euphémisée de ces mêmes faits. Par exemple, il est parti pour un long voyage. Certains bords politiques vont jusqu'à qualifier les mots employés par la communauté LGBTQI2A+, de novlangue LGBT. Mais qu'est-ce que la novlangue? Composée du terme langue et du suffixe nov pour nouvelle, la novlangue est employée dans le roman 1984 de George Orwell. Elle consiste en un appauvrissement maximal de la langue. Elle est qualifiée de la sorte par un podcast de Radio France. Un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple. En effet, la novlangue, en procédant à un appauvrissement extrême du vocabulaire et du lexique, refuse l'enrichissement, refuse la précision. Par ailleurs, plus on enlève de mots, et moins on est capable de décrire des réalités singulières, subjectives. Autre élément à prendre en compte, plus on a un vocabulaire large, et plus on est capable de penser large et de s'expliquer correctement, d'être précis lorsqu'on parle. Comme on l'a vu précédemment, la communauté LGBTQI2A+, crée des mots pour être plus précise, pour approcher au plus près des réalités individuelles. C'est donc l'inverse de ce que fait la novlangue. Ainsi, il est incohérent de parler de novlangue LGBT. Quotidiennement, dans notre actualité, on peut observer l'importance de la forme de la langue française auprès de ses locuteurs. Par exemple, dans certains débats sur les réseaux sociaux, où l'orthographe est un réel argument, ou encore dans la volonté récente du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Djeffré, de réaffirmer l'importance de l'orthographe au bac. Donc, si les inflexions de la langue ont toujours suscité la critique et engagé de nombreux débats, elles permettent d'enrichir la langue, comme cela a pu être le cas au XVIe siècle. Comme je l'ai montré, il est très facile de comprendre les mots employés par la communauté LGBT, en procédant simplement par décomposition grâce à leur étymologie. Mais finalement, il ne faut pas être dupe. Si le langage est très important pour les Français, ce n'est pas tant les termes employés par la communauté LGBTQI2A+, qui dérangent, mais bien la réalité qu'ils décrivent. Voilà, c'était mon échantillon d'analyse qui se conclut malheureusement de manière assez triste.
Comme dans ma dernière vidéo, je vous ai mis mes sources en description pour que vous puissiez creuser le sujet plus loin. Et sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à la revoyure.